Bonjour les snoops, aujourd'hui une petite vidéo un petit peu particulière puisque je ne vais pas vous parler d'Europa d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'Europa d'hier. Cette petite vidéo pour parler de la genèse du projet Europa 2.0 qui s'est appelé de différentes façons tout au long des époques. Alors quand je parle des époques, ça peut paraître être un mot assez énorme et pourtant il faut comprendre que je travaille à l'idée d'Europa telle qu'elle est aujourd'hui depuis 1998, c'est-à-dire il y a 28 ans de ça, alors que j'étais encore étudiant en fac de biologie. Voilà. C'est tout un tas de souvenirs qui remontent quand j'en parle. Mes premiers souvenirs, c'est d'en parler avec mon groupe d'amis. Mon groupe d'amis et de rôlistes, bien évidemment, vous vous en doutez, qui s'appelle la Sand Team. Et je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle la Sand Team. L'équipe des sables. À l'origine, dans ma tête, je voulais créer un jeu de rôle post-apocalyptique, avec une vision totalement, on va dire, Mad Max ou Dune. Voilà. Donc il n'y avait plus que du sable. C'était l'idée première et une des toutes premières illustrations qui a été faite. D'ailleurs, vous l'avez vu sur l'image de lancement de la vidéo, ainsi que dans les premières images, parce qu'ici je vous affiche au fur et à mesure des images, soit réalisées par moi, soit par des illustrateurs bénévoles. La toute première image officielle, entre guillemets, de Sand Earth, donc c'était le nom du jeu, Sand Earth, Terre de Sable. La toute première image, c'est déjà une cité préservée de l'extérieur. Alors la vision, et c'est là, d'ailleurs c'est assez amusant de voir comment on peut ne pas facilement communiquer entre un auteur et un illustrateur. Il n'y avait pas de projet aussi poussé qu'aujourd'hui, bien évidemment. Cependant, la vision de l'illustrateur, c'était vraiment de faire un dôme. Un dôme. Et c'est vrai que j'avais l'idée quand même d'un dôme, mais je ne voyais pas la cité comme ça. Par contre, effectivement, je voyais bien la mise sous verre quasiment de la cité. Et pour moi, la cité, c'était plus qu'une ville. Alors avec le temps qui passe, vous savez, les obligations, hein, la fac, il faut quand même travailler un petit peu. Hein. Ensuite, j'ai changé d'orientation, mais il a fallu travailler, il a fallu jouer aussi, parce qu'à l'époque, on pouvait encore avoir le temps de jouer autant qu'on voulait, en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et, et ben, les idées, elles se sont un petit peu dispersées, évaporées, et tout le temps de mon IUT et de ma licence pro, ça a continué d'exister, de mûrir, ça a pris divers atours. Et finalement, j'ai remûri le projet sur une version beaucoup plus cyberpunk, sur quelque chose de beaucoup plus citadin. Et déjà, je commençais à mûrir l'idée, alors là par contre, pour le coup, d'une ville gigantesque. Pour moi, la ville prenait toute l'Europe. Enfin, vous vous rendez bien compte qu'en matière de superficie, il y a quelque chose de complètement abracadabrantesque. Euh, Cependant, j'avais déjà cette idée avec des îlots plus ou moins peuplés et d'autres moins peuplés, et j'avais déjà l'idée des magnétoroutes entre les secteurs. J'avais pas eu encore l'idée du tube, et donc il y avait des magnétoroutes où les bagnoles roulaient à 700 bornes à l'heure, quelque chose comme ça. Cette époque-là, j'ai aussi décidé de changer le nom. Parce que Sandhurst, ça faisait trop fermé, on était trop dans quelque chose de Frank Herbert, on était trop sur Dune, on perdait toute essence originale. Pardon. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'avais déjà commencé à mûrir un petit peu les historiques dont je vous ai parlé pour les humains, hein, les radiations, tout ce bazar. Je n'étais pas aussi poussé sur la partie extraterrestre, c'est-à-dire les Slark et les Vidao n'étaient pas encore conçus. Alors pour les Vidao, ils n'étaient pas conçus du tout. Et pour les Slark, je crois que c'était en devenir, mais c'était pas bien précis. Par contre, j'avais déjà cerné le fait que, à cause des radiations, il y avait des transformations génétiques, des maladies, mais aussi, et à l'époque c'était dedans, et je l'ai retiré parce que sinon ça faisait un patchwork trop large de choix, il y avait des mutations. Donc,
au lieu d'avoir uniquement... Alors après, si dans les commentaires, vous me dites « Oh, mais c'est trop bien, des mutations, ça peut être génial et tout », bah, on peut envisager de les replacer, mais au bout d'un moment, c'est très compliqué d'équilibrer tout ce bazar, je vous le dis. Entre les implants cybernétiques, la magie, si on rajoutait mutations, c'est pas évident. Et donc, il y avait ces mutations. Et je me suis dit, si on parle de mutations, on parle d'ADN. Et on parle d'évolution de l'ADN. Et donc, bah, j'avais appelé le jeu DNA Evolution, pour faire Evolution. Et DNA, c'est l'ADN en anglais. Déjà, avec cette idée d'angliciser le monde, puisque bah, dans l'avenir, si malheureusement on se retrouve à être tous mis plus bas que terre et à devoir se réunir la queue entre les pattes en revenant et en reconstruisant un monde, c'est certainement l'anglais qui sera choisi. Et puis là, eh ben, arrive la vie d'adulte, le travail, le quotidien un peu plus pesant, moins de temps. Et là, le projet on peut considérer qu'il tétanise. Voilà, il se bloque, il s'arrête. Mais dans ma tête, les choses existent toujours. Et occasionnellement, on se fait des parties avec les copains. Alors, il y a des choses qui changent toujours. Initialement, DNA Evolution, ça tourne autour d'un système décent. Parce que j'ai apprécié le descent, parce que j'étais un joueur de Warhammer, pas Warhammer 40 000. J'appréciais le système décent. Et dès cette époque, déjà, j'avais envie d'une feuille de perso où on n'ait pas besoin de rajouter. Je suis de ceux qui n'aiment pas rajouter des feuilles blanches derrière leur feuille de perso. Pour moi, si je vous vends un jeu de rôle, ben, je vous vends pas une page, et puis derrière, débrouillez-vous. Alors, c'est rigolo d'en parler, parce qu'en fait, justement, dans le livre des révélations que vous pouvez obtenir au travers du financement participatif ou que vous pourrez gagner à Octogone, j'expliquerai sur place, je ne l'expliquerai pas maintenant, j'ai mis la version, on va dire, automatisée de la feuille de perso qui prend effectivement une seule page. Mais je vous mets au défi de jouer qu'avec une seule page. Et je vous mets aussi le lien dans ce livre des révélations vers la feuille de personnage pour le moment officielle. C'est on va dire la version 1.0, mais elle sera amenée à évoluer parce qu'elle est très bariolée niveau couleur. Il y a des petits ajustements, des petites optimisations qui peuvent être faites, mais ça fait 4 pages. Alors on va me dire, waouh, 4 pages. Quand on dit ça, les gens, ils sont pas contents. Eh bien écoutez, pour moi, 4 pages, quand vous savez que vous avez au moins 10, 15 aventures sans avoir rajouté une seule feuille derrière, moi je trouve que c'est bien. Voilà. Et en plus, ces pages, elles sont intelligemment agencées. Enfin, je ne suis pas là pour parler de ça, mais globalement, vous avez 2 feuilles pour les phases narratives et 2 feuilles pour les phases de combat. À peu près. C'est pas une vérité absolue, mais globalement, ça marche comme ça. Donc ça vous donne, un A3 que vous interchangez occasionnellement. Alors, tout ça pour dire quoi? Donc le projet se fige un petit peu. Et puis, le temps passe. Et là, je trouve un poste au CNRS. Et à ce moment-là, effectivement, au CNRS, j'avais un poste de maintenance, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de maintenance plutôt curative. Et donc, j'avais énormément de temps parce que les cieux étaient avec moi, il y avait assez peu d'orage et assez peu de dégâts sur l'électronique. Et donc, je suis resté beaucoup à faire de la présence inactive. Et je peux vous garantir qu'à l'époque, je n'ai pas été du tout inactif. Et j'avais en plus, puisque là, désolé pour les plus jeunes, c'était en 2001. Pardon, c'était en 2004. 2000, voilà, ça c'est les vieux, vous voyez les jeunes. Les vieux, on perd le fil. Globalement, ce qui se passe, c'est que j'ai accès à Internet à 2 mégas à l'époque. C'était juste fou. Et puis, je me retrouve à un bureau où j'ai énormément de temps libre. Et là, je me mets vraiment sur DNA à l'époque. Et je sors quelque chose comme 200 pages. Beaucoup, beaucoup de contenu. Et là, super satisfait, je le teste avec les copains, c'est marrant, etc. Et puis, revient un autre boulot plus important, et puis on oublie. Et puis, ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas si vous êtes créateur vous-même, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui le sont, notamment, on dit que la moitié des Français écrivent, et qui laissent les ouvrages, les manuscrits dans les bureaux.
Et oui, c'est sûr, c'est toujours trop moche pour être édité, c'est vrai. Mais en fait, qu'est-ce qui est important? Que ce soit formidable ou que vous l'ayez édité et que vous soyez fier de votre travail. Moi, je pense qu'il faut être fier de soi. Et du coup, je mets ça dans le tiroir et je le reprends des années plus tard. Et puis bah là, pour ceux donc qui connaissent, quand vous reprenez un travail entamé, eh ben, vous commencez à tout revoir. Vous dites ouais, mais ça, finalement, c'est pas top, c'est pas génial. Et c'est vrai que bah, je me retrouve à tout refaire en fait, tout refaire. Et puis rebelote, nouvel abandon, je mets dans le tiroir. Et puis ça recommence. Jusqu'à il y a environ 2 ans. Et là, je vais aborder un sujet qui est sensible pour moi et pour d'autres, donc je ne vais pas le développer. Je l'avais développé dans une précédente version de cette vidéo, et étant donné que c'était pas hyper génial à écouter, j'ai préféré refaire la vidéo. C'est à l'arrivée des IA génératives d'images. Parce que un des problèmes majeurs auxquels je m'étais heurté tout au long de la construction du projet DNA Evolution, puis Europa, je me heurtais au fait de ne pas avoir d'illustrateur. Alors vous voyez des illustrations qui passent, je ne sais plus si on passe encore à ce moment-là, mais globalement, j'illustre un petit peu moi-même, mais j'ai un niveau de dessin qui est relativement, on va dire, moyen, je ne vais pas me dire mauvais. Quand je fais des efforts, j'arrive à en faire, et j'arrive à produire des choses potables, mais c'est clairement pas professionnel. Et tout au long de ces années, j'en ai rencontré des illustrateurs. Alors des illustrateurs, entre guillemets, des mecs qui dessinent super bien. Et j'en ai rencontré. Du premier qui m'a fait donc Europa sous une cloche en verre, jusqu'à ceux qui m'ont fait des sketchs très évolués de personnages, mais qui, ben voilà, se sont pas enjoués pour le projet parce que ils avaient leurs propres obligations, et donc ça s'est fait comme ça. J'avais des petits one-shots à droite à gauche, mais rien qui ait il n'y avait pas de direction artistique. Et ça a été un vrai frein. Et quand ils ont sorti l'IA générative d'images, bah, j'ai fait comme beaucoup, j'ai cédé aux sirènes, et puis j'ai commencé à illustrer par ailleurs. Et tout était illustré, hein, je peux vous dire, et puis alors vous en avez. Et puis à l'époque, je ne connaissais pas les impacts de l'IA, et je ne veux pas dire plus que ça. Et donc, oui, j'ai pas mal sorti d'images. Et tout était illustré et tout me convenait. Jusqu'à ce que je prenne la mesure de l'impact de l'IA. Et là, j'ai décidé de toute façon, entre-temps, j'avais totalement arrêté d'utiliser l'IA, que ce soit de génératif de texte, que j'utilisais pas du tout pour générer des textes, mais plutôt pour papoter, en fait, parce que ça m'éclatait de tester la machine, de la pousser dans ses retranchements, de lui faire admettre des logiques qui me semblaient tout à fait logiques. Mais bon, depuis, j'ai compris aussi pourquoi elles allaient dans mon sens. En fait, j'ai décidé d'illustrer, et c'est là où il y a le vrai virage. Parce que j'étais lancé avec « Ouah, c'est bon, l'IA me fait les images, donc maintenant je peux y aller, je peux dépoter ». Ça m'a donné de la motivation, ça m'a donné de l'énergie. Et puis quand j'ai dit « Mais attends, l'IA c'est pas pour moi », bah, je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau. Et je me suis dit, ben écoute, maintenant que tu as envie de le faire et puis que tu es prêt à peut-être t'investir différemment, ben, il va falloir trouver un illustrateur. Je ne vais pas reparler des illustrateurs, hein, j'ai déjà parlé de Silvus, je ne vais pas parler d'autres illustrateurs avec lesquels ça ne s'est pas forcément bien passé. Peu importe, je me suis trouvé un partenaire avec Silvus, mais ce partenaire, ben, il faut bien qu'il vive. Et donc aujourd'hui, voilà, on en est entre guillemets bloqué. On a réalisé ensemble, enfin il a réalisé ensemble, parce que bien sûr je lui donne des directives pour les sketchs. Mais globalement, on en est à une dizaine d'illustrations, et c'est bien trop peu pour un livre pour lequel j'ambitionnais au moins 80 illustrations. Alors moi, de ma poche, je ne peux pas tout payer, bien évidemment, c'est aussi pour ça que je fais ce financement participatif, pardon. Et je compte sur vous, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliers des cents. Il a fait un effort vers moi, mais il me faut encore de quoi pouvoir avancer. On va passer sur un style d'illustration plus crayon, parce que j'aime beaucoup. On a imaginé différents styles. On va rester toujours dans notre style tache de couleur.
mais avec du dessin crayon. Voilà. Alors pour revenir sur la genèse, c'est 28 ans de changement, de modification de la ville, de sa structure, de modification des espèces qui habitent la ville, parce qu'à une époque, vous pouviez jouer un cyborg. Vous aviez les mutants, vous aviez les cyborgs, etc. Les cyborgs se sont transformés en IA, en intelligence artificielle autonome. Parce que quand j'ai commencé à parler de Sanders et de DNA Evolution, on était loin d'imaginer encore ce qu'allait devenir l'IA, parce que ça n'existait pas, en fait, on n'en parlait pas. Donc les choses évoluent avec votre culture et avec vos apprentissages du quotidien. Et petit à petit, donc, c'est la genèse des garous, des slarks, qui n'existaient pas, les vidao, qui me viennent clairement d'une conception roswellienne, on peut appeler ça comme ça. Et puis, finalement aussi, et surtout, donc, les IA, et puis les Umbra qui sortent de ma tête bien plus tard. Et c'est aussi au travers d'une réflexion sociétale, un peu ésotérique, voire mystique, ou philosopho-mystique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais où j'ai commencé à écrire un roman autour de cet univers, avec une vision extrêmement manichéenne de la chose. Et du coup, cette vision manichéenne se retrouve dans Europa. Et même si j'aime pas le fait de penser, parce que je suis pas du tout comme ça et je pense que ça n'existe pas, l'aspect tout blanc, tout noir n'existe pas. Et pourtant, dans Europa, on voit que on est dans un gris parfait. C'est-à-dire que on comprend qu'on s'accepte les uns les autres, on a fait des bêtises, on se tolère, etc. L'histoire d'Europa, c'est vraiment l'envie de montrer qu'il y a un yin et un yang, mais que avec le temps, inéluctablement, ça devient ou tout noir ou tout blanc. Et cette lutte entre le blanc et le noir, j'avais vraiment envie que ça retransparaisse dans le jeu. Alors, je ne sais pas si vous le retrouverez au travers des scénarios, en tout cas de certains oui, puisqu'il y aura des scénarios crescendo, mais ça, j'en parlerai plus tard. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a tellement de choses à dire que c'est peut-être un peu brouillon sur cette vidéo. Mais c'est vrai que c'est 28 ans de vie, il y a eu des rebonds, il y a eu des rencontres, il y a eu des discussions, il y a eu des débriefs, il y a eu des inspirations. Parce que vous avez beau avoir votre idée, les gens autour de vous vous font changer. Et en vous faisant changer, ils font changer votre projet. Et tout ça, c'est une super aventure. Et c'est pour ça que, alors vous le savez peut-être, je suis vice-président de la FFJDR, la Fédération Française de Jeux de Rôle. Et un de mes projets, c'est justement d'aider les auteurs à pouvoir trouver plus aisément, soit des éditeurs, pourquoi pas, hein, s'ils ont un projet qui est relativement abouti, mais aussi et surtout des imprimeurs, des illustrateurs, des graphistes pour faire leurs publications, etc. etc. Parce que moi, ça fait 28 ans que j'ai couru après des chimères, en prenant des portes dans la tronche et en ralentissant mon projet parce que je me suis senti seul tout le long. Et je sais que vous êtes nombreux à être seuls dans votre création de jeux de rôle, ou d'autres d'ailleurs, il n'y a pas que le jeu de rôle. Mais c'est dommage et ça serait bien que la FFJDR vous aide, et c'est ce pourquoi j'y suis rentré aussi. Et la FFJDR est super motivée à faire ça. Donc on va essayer de travailler ensemble sur ce que moi j'ai vécu pour vous apporter du plus. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à donner vos propres avis, vos propres expériences là-dessus. Et puis je vous dis donc à très bientôt sur Octogone. Allez, bonne soirée les Snoops, à bientôt.